Bien le bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. J'ai sélectionné 3 histoires. Alors pourquoi 3 cette semaine? Parce qu'elles sont vraiment longues. Et vous me les avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires paranormales, c'est sur cette adresse mail que vous pouvez me les envoyer. Ne m'en envoyez pas en DM Insta s'il vous plaît, parce que mes DM c'est un océan de messages. Donc ne vous aventurez pas là-dedans, mieux vaut pour vous. D'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent toujours pas sur Insta, je comprends pas. Pourtant, c'est un contenu de qualité, donc je sais pas ce que t'attends. Je vais t'envoyer un jean, tu vas voir. Tu vas vite aller sur Insta. Ne perdons pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien, bien merci. Je te suis depuis peu sur YouTube et Instagram et surtout tes threads d'horreur. Merci ma pépite de me suivre sur Instagram. Il y a TikTok maintenant, Cam Makeup partout. J'ai vu que tu étais et tu es beaucoup à l'écoute de tes abonnés, donc je souhaitais partager mon histoire paranormale qui jusqu'à aujourd'hui me fait croire que nous ne sommes pas les seuls au monde. C'était en 2014-2015 je pense, j'avais 14-15 ans. Mes parents y travaillaient pour un vieux monsieur et nous habitions chez lui, style concierge. Mon père était ouvrier, donc il s'occupait des travaux techniques des divers immeubles appartenant à ce monsieur. Et donc, ce jour-là, l'improbable est arrivé. Ma mère était dans la cuisine et elle préparait le repas du soir. Moi de même, dans la cuisine, très grande cuisine, j'étais en train de jouer sur l'ordinateur et mon petit frère de 4 ans dormait dans un lit bébé à côté de moi. Vu que ce monsieur était assez âgé et malade, nous avions installé des babyphones pour faciliter la communication avec celui-ci. Ce soir-là, j'entends très clairement via le babyphone une conversation directe avec le monsieur qu'on va appeler Jack, et j'entends « Alors, monsieur Jack, vous allez bien ?» Très étonnée d'entendre que quelqu'un parle avec monsieur Jack, je demande à ma mère s'il y a des infirmiers qui venaient chaque soir lui rendre visite, pour lui donner peut-être ses médicaments, vérifier sa santé. Mais non, personne ne le visite. Je deviens glaciale et pendant tout ce temps, la conversation continue. Je demande à ma mère d'écouter le babyphone et lui dis que quelqu'un est dans la chambre avec monsieur Jack et est en train de parler avec lui. Ma mère ne me croit pas jusqu'à ce qu'elle entende dans le babyphone « Et monsieur Jack, vous ne vous ennuyez pas pendant la semaine? Vous êtes encore malade ?» Ma mère, prise de panique, communique directement via le babyphone avec celui-ci et demande avec qui il est en train de parler. La réponse fut terrifiante. « Je parle avec David ?» Mon petit frère de 4 ans s'appelle David, mais il ne sait pas aligner un mot de français d'une telle éloquence et surtout, il est à côté de moi en train de dormir. Ma mère lui dit que ce n'est pas possible que ce soit David. Et tout gentiment, monsieur Jack répond « Ah, pardon, ce n'est pas David, c'est un petit garçon avec de la barbe. Ne vous inquiétez pas, il va descendre vous dire bonjour. » Je pensais que j'allais réellement mourir, pensant qu'il y avait vraiment une personne physique qui allait nous tuer. Ma mère est restée bloquée, elle ne savait plus bouger. À ce moment-là, via le babyphone, nous entendons des pas sortir de la chambre, le parquet qui grince encore une fois, la porte de la chambre s'ouvre, quelqu'un descend les escaliers en métal et qui font pas mal de bruit. Et là, c'est le moment de stress. Va-t-il venir dans la cuisine? Mais non. Nous entendons alors la porte d'entrée claquer, et vu que c'est une ancienne sonnette, la sonnette sonne au bruit de la porte qui se ferme violemment. Directement après, ma mère s'est débloquée et toutes les deux nous avons couru jusqu'à la porte d'entrée pour voir s'il y avait quelqu'un dans la rue. Il y avait personne. Cette histoire est devenue inexplicable. Quelques mois après, monsieur Jack est décédé. Après quelque temps, ma mère a parlé avec des personnes connaissant ces phénomènes qui lui ont répondu que c'était sûrement l'ange Gabriel qui venait prendre de ses nouvelles avant de l'accepter dans l'au-delà. En soi, cette maison était un peu bizarre. J'étais réellement attachée émotionnellement à cet endroit. Il fut très difficile pour moi de la quitter. Comme si c'était une personne alors que c'était juste des murs. Je sentais pas mal d'énergie bienveillante. Et c'était comme si que je quittais une famille. Il y a eu pas mal de phénomènes étranges dans cette maison, mais celle que je viens de te raconter était la plus puissante. Ma pépite, franchement, il n'y aurait pas eu le babyphone, je me serais dit que c'est le vieux, monsieur Jack, qui a sûrement rêvé, étant donné que, voilà, quelques mois avant de mourir, il voit des choses et, c'est bizarre, donc j'aurais dit c'est peut-être parce qu'il est sénile, etc., etc. Mais là, il y a eu la voix.
que vous avez entendu, toi et ta maman. Vous avez entendu toutes les deux la porte de la chambre s'ouvrir, les pas dans les escaliers et la porte d'entrée se fermer violemment. C'est très bizarre et ça fait extrêmement peur. Merci beaucoup pour ces frissons. N'hésitez pas à me dire, mes pépites, comme d'habitude, ce que vous en pensez en commentaire et passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je m'appelle Clarisse et j'ai actuellement 19 ans et je vis à Saint-Malo. Tu peux dire mon nom si tu veux. Je vais te raconter une histoire m'étant arrivée quand j'avais 11 ans. Il faut savoir que je suis athée et qu'à cette époque j'étais mitigée concernant le paranormal, mais ce jour-là a tout remis en question. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais dans un appartement à 10 minutes de celui où je vis actuellement et que mon père était toujours vivant. Il est décédé il y a 1 mois. Toutes mes condoléances, ma petite pépite. Pour plus de détails, je partageais ma chambre avec ma grande sœur et mes frères avaient la leur. La chambre de mes parents était juste en face de la nôtre. Une nuit, alors que je dormais, je me suis réveillée en sursaut, sans raison particulière. Enfin, au début, c'est ce que je croyais. Il devait être 3-4 heures du matin. Je sens une soudaine envie d'aller aux toilettes, mais la surprise, je n'arrive pas à bouger. Seulement mes yeux. Et ma bouche, mais aucun son n'en sort. À tel point que je ne m'entendais pas respirer. Il y avait une ambiance que je ne saurais expliquer. C'était lourd, pesant, froid. Je commençais légèrement à paniquer quand je remarque soudainement au coin de la pièce, au niveau de la porte, une silhouette sombre, mais plus sombre que la pièce actuelle. Cela semblait être un homme vêtu d'une sorte de long manteau et d'un chapeau. Il n'avait pas de visage, mais pourtant j'avais l'impression que ses yeux me transperçaient de toutes parts. Je paniquais intérieurement, pensant au début qu'un homme était entré par effraction dans notre domicile, car il arrivait que ma mère oublie de fermer la porte d'entrée à clé. Je pensais, terrifiée, qu'il allait faire du mal à toute ma famille. J'hésitais à prévenir ma sœur, enfin la réveiller, mais j'étais incapable de communiquer. Et puis, d'un coup, sans crier garde, il s'est mis à faire le tour de la pièce en rasant les murs, passant à côté de mon lit et celui de ma sœur. J'avais par instinct regardé ses pieds, mais là, choqué, il n'en avait pas. C'était une sorte de brume noire à la place, ce qui expliquait le pourquoi je n'entendais aucun bruit de pas. Il a continué ce manège pendant 10 minutes à peu près. Je n'avais plus trop la notion du temps à ce moment-là. Mon cœur battait tellement vite et fort. Puis d'un coup, il s'est arrêté au milieu de la pièce et s'est dirigé vers moi. J'avais la chair de poule, un poids à l'estomac. Et lorsqu'il est arrivé juste à ma gauche, il s'est mis à se pencher très lentement vers moi. Mon cœur, à ce moment-là, battait si fort qu'il tambourinait dans mes oreilles. J'ai alors fermé les yeux et me suis mise à dire que ce n'était pas réel, que rien ne l'était et que je faisais un cauchemar, et qu'il fallait que je me réveille et vite. Sauf que malheureusement, ça n'en était pas un. Quand j'ai ouvert mes yeux à nouveau, il n'était plus à côté de moi, mais littéralement assis au bout de mon lit. Puis j'ai refermé les yeux à nouveau, criant dans ma tête « Laisse-moi tranquille, arrête, je ne ferai plus de bêtises ». Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Il était assis sur mon ventre. Je sentais un poids assez lourd et j'étais toujours paralysée. Je n'avais pas d'autre choix que de le fixer et là, j'ai cru que c'était la fin, que j'allais réellement mourir. Vraiment, car cette fois-ci, il s'est penché vers moi, une grosse main me serrant la gorge. Lentement, il m'étouffait, puis desserrait, comme si qu'il prenait un malin plaisir à me torturer. J'avais les larmes aux yeux, me disant que c'était la fin pour moi. Et là, il a commencé de plus en plus fort, sans desserrer sa poigne. Désespérée et terrifiée, je me suis prise à appeler à l'aide à tous les dieux qui pouvaient exister, et je me suis mise à prier qu'il me sauve et protège moi et ma famille de cette chose horrible. Je me sentais littéralement partir et puis soudain, la poigne s'est desserrée et je me suis endormie. Je me suis réveillée quelques heures plus tard, en tombant de mon lit. J'ai alors regardé partout autour de moi en panique, hyperventilant. Ma sœur dormait paisiblement, tout le monde sauf ma mère qui était partie travailler. Je me suis souvenue de l'étranglement et j'ai directement regardé dans le miroir. Et là, il y avait une énorme trace de main sur mon cou. J'ai posé ma main pour la comparer et ce n'était définitivement pas la mienne. Car elle était beaucoup trop grande, à tel point que la trace allait jusqu'à ma nuque. Quand tout le monde s'est levé, je leur ai dit ce qu'il s'était passé. Évidemment, personne ne m'a cru. Évidemment, personne ne m'a cru au début, jusqu'à ce qu'ils voient la trace de main. Mon père a paniqué et on est allé voir la police qui a fouillé chez moi. Pris des empreintes, mais rien. À ce jour, personne n'a d'explication logique. Car il est impossible que je me sois faite cela toute seule. J'ai appris le sujet de la paralysie du sommeil,
Mais ce n'était pas ça et j'en suis sûre. La trace en était la preuve. Après cela, je ne l'ai plus jamais revu, mais il faut savoir que ma sœur et son ex-copain m'avouent eux aussi l'avoir vu plusieurs fois. La différence, c'est que aucun des deux ne l'avait vu en même temps et ne s'en était jamais parlé, mais surtout personne n'a été attaqué, à part moi. Je n'ai pourtant rien fait à ma connaissance qui ait pu le provoquer, mais il faut savoir également que dans cet appartement, avant qu'on le loue, c'était un vieil homme louche qui y vivait et qui y est mort, seul. Voilà mon histoire. Oui, bon, alors c'est vrai que j'allais te dire paralysie du sommeil. Sauf, bien évidemment, quand tu m'as parlé de la trace de la main et que tu as comparé avec la tienne, donc tu as gardé une part de rationalité et tu as vu que la trace de la main était beaucoup plus grande que la tienne. Donc tu t'es dit, je me suis pas étranglée toute seule. Et là, je peux te dire que ça fait flipper quand même, parce que ce que tu nous as décrit, c'est un film d'horreur. Franchement, je pense que j'aurais sué, mais vraiment, j'aurais perdu 2 litres de transpiration, tellement ce que t'as vu, c'est digne d'un film d'horreur, clairement. Je me suis imaginé la scène et comment te dire que j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Voilà, si le Atman peut rester loin de moi, ça serait super. D'ailleurs, dites-moi en commentaire mes pépites si vous souhaitez que je vous refasse une vidéo sur la Atman. À l'époque, quand je n'étais pas voilée, j'en avais fait une que j'avais franchement pas mal aimée personnellement. Mais malheureusement, j'ai dû la mettre en privé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je la refasse. Sur ce, passons tout de suite à la dernière histoire qui est vraiment très longue, mais très intéressante. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Camilia. Oh, ça fait plaisir, hein? Il s'est pas trompé. Je rédige une bonne fois pour toutes cet email après de longs, très longs mois d'hésitation. Je saute enfin le pas après maintes demandes de ma femme pour te partager une histoire qui changea à tout jamais la vie d'une amie et moi-même. De par l'horreur vécue ce soir-là, les questions inconcevables que cet événement m'évoque depuis des années, et t'évoquera par la même occasion quand tu me liras. Pour des raisons que tu comprendras, à la fin de l'histoire, je ne divulguerai pas le nom de mon ami, et je te demanderai de faire de même pour le mien si tu veux bien. Tu pourras donner le prénom que tu veux, je suis un garçon et elle une fille. Je te partage avant toute chose le contexte. L'événement que je vais te raconter s'est passé fin des années 2010 à Nantes, notre ville. Nous étions jeunes collégiens et les détails que je vais te donner découlent de semaines de travail post-traumatique qu'il m'a été nécessaire d'aborder auprès de mon ami afin d'assembler les détails de cette soirée et de ce qui en a suivi. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et y travaillons encore, tant le sujet reste dur à aborder. Tu comprendras pourquoi par la suite. Un soir, tout à fait habituel de semaine, comme à nos habitudes à cette époque, des amis proches font une invitation à retrouver pour une soirée dans la maison d'un ami dont les parents étaient partis en week-end. C'était une soirée calme, les sujets de discussion divers et variés s'enchaînent dans le salon. Les heures passent et la soirée suit son cours, mais l'excitation se calme quand l'un d'entre eux aborde le sujet du paranormal pour pimenter un peu la soirée. Il faut savoir que mon ami, et moi-même par ailleurs, sommes extrêmement peu friands à l'époque de ce type de discussion, et encore aujourd'hui. Malgré tout, la majorité des personnes présentes en soif d'adrénaline, suite à la tournure plus tranquille que la soirée prenait, sûrement à cause de la fatigue, débattent sur plusieurs sujets jusqu'à vouloir faire un test pour rigoler. Le groupe a alors l'inconsciente idée de se mettre en rond afin d'essayer de chanter des chants païens et autres appels aux esprits afin de voir s'il y a quelque chose qui venait à se passer. Nous étions jeunes et très inconscients à l'époque. À l'instant même, la réticence se fait ressentir chez mon amie. Mais prise par la timidité et la peur de casser l'ambiance, elle se joint au cercle. Les chants débutent et rien, pendant presque une dizaine de minutes. Perdant tout légèrement espoir en l'arrivée d'un événement, le groupe se résigne jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide d'avoir recours à d'autres chants du même registre. Pris par l'ambiance excitante, le groupe accepte de refaire un essai. C'est alors qu'après quelques secondes, des bruits aigus se font entendre dans le grenier. Après avoir tendu l'oreille, le groupe se rend compte qu'il s'agit du bruit d'une ou de plusieurs chaises en bois se déplaçant seules, frottant le sol du grenier dans leur déplacement. Tout le monde est alors pris de frissons, à savoir que la maison est une grande maison nantaise sur plusieurs étages.
Les greniers d'entreposage y sont habituels, mais le fils des parents confirme que personne ne fait jamais de tour au grenier. Ils n'y ont accès que de très rares fois, pour faire du tri, de l'entretien ou autre. Les bruits cessent. Pour mon amie, c'en était déjà assez, depuis de bien longues minutes. Mais par réserve, elle ne dit rien et se blottit dans les bras d'un ami qui semblait réussir à garder son calme pendant ce long moment d'attente où les bruits s'estompèrent. Personne n'osait monter, et quand bien même le grenier n'était accessible qu'avec l'aide d'un adulte, d'une perche pour ouvrir la trappe ou des parents qui n'étaient de toute façon pas présents. Un débat se fait alors entre les personnes affirmant qu'il devait s'agir d'un rongeur ou autre, et de l'autre côté, ceux qui étaient persuadés que ce bruit n'était absolument pas normal. Certains changèrent immédiatement de sujet, mais d'autres, par envie d'en avoir le cœur net et de trancher sur l'origine du bruit, décidèrent de reprendre les chants. Cette fois, sans mon ami qui resta à l'écart totalement tétanisé. Les chants reprennent. C'est alors que l'un d'entre eux fit remarquer qu'un bruit léger et sourd provenait de la cuisine, à quelques dizaines de mètres de là. Les deux plus courageux d'entre eux décidèrent de voir de quoi il s'agissait. Plus ils se rapprochaient doucement par peur, plus il était évident qu'ils savaient exactement de quoi il était question. C'était un clac, clac, clac très familier, à un intervalle d'une demi-seconde chacune à peu près. Ce clac, c'était tout simplement celui des vieux interrupteurs à levier en plastique. Je t'ai mis une photo du modèle en pièce jointe. L'un des deux garçons, n'osant pas croire une seule seconde de ce que son cerveau était dans l'obligation d'admettre, fit remarquer que la lumière, passant sous la porte fermée, ne faisait que s'allumer, s'éteindre, continuellement. Le deuxième ouvrit la porte, l'interrupteur à quelques mètres d'eux s'allumait, s'éteignait, sans interruption, sous leurs yeux, en état de choc total. L'interrupteur s'éteignit après quelques secondes, certains crièrent d'effroi, d'autres n'avaient plus suffisamment de force pour tirer le moindre cri. Certains pleurent, d'autres restent sans voix, l'ambiance est d'une lourdeur insupportable. À ces lignes, Cam, tu penses qu'on est au summum du glaçage de sang ? Attends la suite. De longues heures passent, tout le monde qui s'était de base organisé pour dormir dans des chambres distinctes se regroupe alors au salon les uns sur les autres pour essayer de fermer l'œil. Puis le cerveau joue sa pire ruse. Toi, Camilla, et tous ceux qui se sont déjà retrouvés dans une telle épreuve de stress comprendront ce qui suit. Une fois le calme revenu, le cerveau commence à vouloir relativiser et chercher des explications. Certains arrivent alors même à en trouver. Aussi peu crédible soit-elle. Une vis mal enfoncée ? Le vent ? C'est vrai, il y a du vent ce soir-là. Mais la suite, le vent ne saura pas l'expliquer. J'ai les larmes aux yeux qui montent encore en écrivant ces lignes et j'ai beau être un homme aujourd'hui. Après un débat des plus chaotiques, le questionnement était de se demander si oui, il s'agissait bel et bien d'un esprit, et si par chance il ne s'agirait pas d'un esprit bienveillant, ou sinon il ne s'agirait que d'une simple hallucination collective. C'en est trop. 3 garçons du groupe décident alors d'en avoir le cœur net et foncèrent fouiller les tiroirs, puis sortir ce qu'ils trouvèrent d'intéressant. Des bougies, une feuille blanche, un crayon et quelques gris-gris jugés potentiellement utiles. Certains avaient réussi à s'allonger et reposer leurs esprits, mais même les plus épuisés gardaient l'œil ouvert, jetant des regards sur la petite table du salon, soucieux de ce qu'ils étaient en train de faire, sans pour autant avoir la force de les arrêter dans leur élan. Les appels commencent, pas un seul bruit. Rien. Un second appel est fait, un troisième, toujours rien. Puis, à la seconde où un dernier essai s'apprêtait à être fait, toutes les lumières de la maison s'éteignèrent. Les 3 garçons reculèrent d'un coup sec immédiatement, pendant qu'un bruit violent de ratures, griffonnage envahissait toute la pièce. À peine la coupure de courant produite, que le garçon le plus proche de l'interrupteur principal était déjà en train de tâtonner dans le noir et ralluma sans perdre une seule seconde la lumière. Tu veux ta réponse ? Tu l'as. Les yeux immédiatement rivés sur la table, la feuille qui avait été posée sur un coin était remplie d'écriture. Mais quand je te dis rempli, Cam, c'est qu'il n'y avait même pas assez de place sur cette satanée feuille pour y placer un prénom. La feuille était totalement remplie d'un texte qui était écrit en cyrillique calligraphique. Tu peux regarder ce que c'est sur Google. C'est une écriture très peu utilisée, car souvent écrite en lettres capitales. Je l'ai appris par la suite quelques années plus tard. Mais surtout, c'est que personne dans cette maison ne savait parler ne serait-ce qu'un seul mot, ni en russe, ni en ukrainien, ni quelconque autre pays de l'Est. Inexplicable.
Tout le monde ralluma toutes les lumières possibles et inimaginables. Mon ami pleurait de terreur. 2 filles étaient dans un état impossible à calmer. Les garçons décidèrent sans dire un seul mot de tout ranger, tout oublier et ne parler sous aucun prétexte qui soit de ce qui s'est passé à l'instant, puis tout le monde attendit en état de choc devant un film choisi au hasard, les premières lueurs du jour. Une semaine plus tard, certains éléments du groupe se retrouvèrent enfin pour discuter de ce qui s'était passé, ayant enfin trouvé le courage après avoir longuement subi les nuits blanches qui s'en sont suivies. C'est alors qu'ils décidèrent tous d'aller voir le père d'une connaissance qui avait des origines russes. Un des garçons donna la feuille qu'il avait précieusement gardée et demanda au papa de la traduire sans demander pourquoi. Le père examina la feuille puis la traduit. Il y passa une bonne heure, puis la rendit. Voici le contenu de ce qui était écrit. Le texte était décomposé en paragraphes dédiés à chacune des personnes présentes ce soir-là, commençant par chaque prénom, annonçant les événements majeurs qui l'attendaient lors des prochaines années. Maladie, deuil, épreuve, chagrin, malaise, fin de carrière, mort. Les émotions se mélangent, l'incompréhension se fait voir sur le visage de chacun, ne s'étant pas encore tout à fait remis de l'événement d'il y a une semaine et de ce qu'il y avait à comprendre dans tout ça. Puis arriva le paragraphe de Benoît, l'un des garçons qui annonçait de nombreuses choses comme chacun, mais qui, elle, terminait par « Tu mourras le 4 avril 2011 ». Les mois passèrent, puis chacun vaqua à ses occupations d'adolescent, oubliant cette soirée de malheur, n'y accordant peu à peu plus aucune importance. Le cerveau oublie vite, et c'est dans notre nature. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, impossible d'obtenir des nouvelles de Benoît. Il n'allait plus au collège, son frère non plus personne ne répondait à la maison. Quelques jours plus tard, la nouvelle se fit retentir aux infos. Lui et toute sa famille également, frères et sœurs, demeuraient introuvables. Son père, Xavier, était recherché partout dans toute la France. Notre ami en question, c'était Benoît, du pont de Ligonnès, victime de l'impardonnable. Faites vos conclusions si vous le pouvez. Moi, je n'ai toujours pas réussi à avoir les miennes, mon ami non plus. Il ne se passe pas une seule journée en ce moment sans que je pense à cet événement, et le potentiel lien que ce texte annonciateur aurait avec cette horreur sans nom. Je ne saurais jamais l'expliquer, et te laisse te forger ton propre avis, Cam. On vit malgré tout avec ces questions sans réponse. Garde un lien sincère de soutien avec mon ancienne meilleure amie qui travaille encore au quotidien ce traumatisme et ce malgré les chemins qui nous ont séparés avec le temps. Quoi qu'il advienne, ne jouez jamais avec ce dont vous ne pouvez et pourrez pas contrôler. Le monde que l'on ne voit pas n'est pas un jeu. La distance avec ces choses doit régner si on souhaite vivre une vie paisible. Je suis aujourd'hui mariée, les années sont passées et je me retrouve chaque dimanche sur mon canapé avec ma femme devant tes threads d'horreur en me demandant si j'aurais le courage de t'écrire. Je devais te faire part de cette histoire, je suis fière de l'avoir enfin fait. Que Dieu nous aide, merci pour tes vidéos. Merci à toi, je te jure, ton histoire, elle m'a bouleversée. Merci beaucoup. Après ces mois d'hésitation, merci à ta femme de t'avoir poussé à nous raconter ton histoire. Elle est incroyable. Toutes mes condoléances pour votre ami Benoît du pont de Ligonnès. Cette histoire est un énorme mystère. Je suis vraiment désolée que vous ayez vécu ça. Je suis extrêmement perturbée par le fait que cet esprit, en 3 secondes, il est rédigé un texte sur toute une feuille. Tu m'as dit qu'il n'y avait même plus la place d'écrire un prénom. Et que chaque paragraphe, c'était pour chaque personne présente dans la pièce. Mais vous imaginez un petit peu? Ils étaient nombreux. Comment ils connaissaient tous les prénoms? Comment ils connaissaient tout ce qu'ils allaient vivre? Comment ils connaissaient la date de leur mort? Je me sens pas très bien actuellement. J'ai vraiment les frissons. Ton histoire m'a bouleversée. Elle m'a bouleversée. Merci infiniment de nous l'avoir partagé. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis encore sous le choc en fait. Sur ce, la vidéo est terminée, le thread d'horreur est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous adorez les histoires qui font peur, les histoires qui mettent un petit peu d'adrénaline dans vos vies, je pense que vous pouvez vous abonner. Il y a un thread d'horreur tous les dimanches sur ma chaîne YouTube avec des vraies histoires de mes abonnés. Merci à eux de prendre le temps de m'écrire leurs histoires. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot frisson.
Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout, et s'il te plaît, ne regarde pas sous ton lit. Ring around the rosy. Ó, pegamos umas vidas aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coisa linda. Praticamente peguei a vida que eu não vi lá no cavalo, não. Putz, que legal, cara! Que legal! Adorei! Não, adorei. Vou até fazer de novo, olha só. Uau! Uma salva de palmas pro Caio. Ui, consegui. Ah! Consegui! Consegui, meu bem! Que jogada! Que jogada!